Dans cette vidéo, nous avons la chance et l'honneur d'écouter l'analyse de Scott Ritter, ancien inspecteur des Nations Unies en Irak et expert en stratégie militaire, qui, fort de son expérience sur le terrain et de son expertise en stratégie militaire, nous guide à travers une évaluation critique des capacités de l'OTAN. Alors que la présence militaire américaine en Europe dépasse les 100 000 soldats, Ritter soulève des interrogations cruciales. L'Alliance est-elle réellement prête pour une confrontation sérieuse? Quels sont les défis logistiques, les faiblesses stratégiques et les vérités cachées derrière les chiffres officiels? Ce documentaire offre une analyse approfondie qui pourrait redéfinir notre perception de la sécurité mondiale. Eh bien, à l'heure actuelle, les États-Unis ont environ 100 000 soldats en Europe. Ce n'est pas suffisant pour mener une guerre aujourd'hui. Mais vous savez, c'est suffisant pour une présence, un fil de fer. Mais s'il y avait une guerre avec la Russie, l'OTAN devrait mobiliser un nombre considérable de troupes aptes au combat. Elle n'en dispose tout simplement pas aujourd'hui. Cette force de déploiement rapide de 300 000 hommes n'existe pour l'instant que sur le papier. Mais l'un des problèmes de l'OTAN tient au fait qu'il s'agit d'une alliance militaire en temps de paix. Comment acheminer des troupes du port vers l'Europe de l'Est? Toutes les logistiques de l'OTAN qui ont existé dans le passé ont permis d'acheminer des troupes depuis les ports ou les aérodromes de l'OTAN en Europe occidentale jusqu'en Allemagne, qui était la ligne de front. L'Allemagne de l'Ouest était la ligne de front avec l'Allemagne de l'Est, l'Union soviétique, etc. Mais maintenant que l'OTAN s'est étendue à la frontière russe avec la Pologne, les États baltes, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, il n'y a pas d'infrastructure pour soutenir cela, et il n'y a pas assez de troupes sur place. Nous avions 300 000 soldats en Europe et nous pouvions en déployer 250 à 300 000 de plus en 10 jours. Aujourd'hui, nous n'en avons que 100 000 et nous n'avons pas la capacité de déployer des forces en renfort. Par conséquent, les renforts que nous apporterons par bateau arriveront dans des ports. L'un des principaux ports d'arrivée serait Hambourg ou Anvers. Auparavant, ils descendèrent du bateau et empruntèrent les autoroutes allemandes pour se rendre sur la ligne de front allemande. Aujourd'hui, ils doivent franchir des frontières. L'OTAN n'a pas encore compris comment déplacer les troupes d'un pays à l'autre, comment effectuer les formalités douanières, comment éviter les goulets d'étranglement. Deuxièmement, aucune autoroute ni aucun pont n'ont été renforcés pour supporter des mouvements militaires à grande échelle. Ainsi, même s'ils autorisaient ces mouvements, les infrastructures s'effondreraient. Troisièmement, il n'y a pas de redondance, ce qui signifie que s'il y a un pont sur la rivière que vous devez faire passer à votre armée et que les Russes font sauter ce pont, vous n'avez pas de plan B. D. Comment acheminer des troupes que vous pouvez faire passer en Pologne, mais comment les faire passer en Roumanie? Comment les acheminer en Finlande, maintenant que la Finlande a adhéré à l'OTAN? L'OTAN vient de faire un exercice, par exemple en Norvège, avec le débarquement de quelques centaines de marines américains, finlandais et norvégiens, et ils voulèrent les amener en Finlande pour les faire passer de la Norvège à la ligne de front, en passant par les montagnes, la Suède et la Finlande. Ils se rendent compte que l'infrastructure n'existe pas. Si la Russie entrait en guerre contre la Finlande, l'OTAN ne pourrait pas renforcer la Finlande alors qu'elle l'avait promis. Ils doivent donc dépenser de l'argent pour construire de super autoroutes, de nouveaux ponts, des installations portuaires. Ensuite, ils doivent planifier ce qui se passera lorsque l'Anvers n'existera plus parce que les Russes l'auront éliminé. Où atterrir? Quel est le port de votre plan B? Et c'est ce que ce plan est en train de faire. L'OTAN dit que nous ne pouvons pas faire ça, alors nous devons trouver un plan pour le faire. La mauvaise nouvelle, c'est que cela donne l'impression que l'OTAN et la Russie entrent en guerre. Tu sais quelle est la bonne nouvelle, Jimmy? Ils ne peuvent pas le faire. C'est trop cher. C'est pour nous faire peur. Et alors? Oui, alors Poutine a-t-il menacé d'entrer en guerre avec ces petits pays? Poutine dit exactement la même chose. Tout ce que Poutine a fait, c'est vaincre l'OTAN et son mandataire, l'Ukraine, en Ukraine. Poutine a humilié l'OTAN, la défaite de la supériorité technologique de l'OTAN. Vous vous souvenez de l'époque où le char Léopard était l'arme magique? Oui, mais ils ont découvert qu'il brûlait. L'Abrams était le char magique. Oh, ça brûle aussi. Les armes magiques n'existent pas. Toutes les armes dont l'Occident pensait qu'elles lui donneraient un avantage technologique sur les Russes ne le font pas. HIMARS, ce système de fusées à lancement multiples, utilise une ogive guidée par GPS. Les Russes l'ont bloquée. L'ogive Mars n'atteint pas ce qu'elle est censée atteindre. C'est la même chose avec les attaques, elles sont bloquées. Il n'y a pas d'armes magiques et c'est l'humilité de l'OTAN.
L'autre chose dont l'OTAN se rend compte, c'est que le général Caveau, qui est le commandant américain des forces terrestres, a déclaré que l'OTAN n'avait jamais imaginé la portée et l'ampleur de la violence qui se déroule en Ukraine. Elle n'était pas préparée à subir de telles pertes pour des raisons de durabilité. Ce qui s'est passé, c'est que l'OTAN s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas combattre les Russes, que les Russes avaient une meilleure armée, une meilleure façon de faire. C'est pourquoi l'OTAN se met à crier. Elle doit se tourner vers ses contribuables et leur dire qu'elle doit injecter des centaines de milliards de dollars pour reconstruire son armée. Et les contribuables demandent « Pourquoi allons-nous faire cela ?» Parce que les Russes menacent de nous envahir. Les Russes ne menacent pas d'envahir. Tout ce que la Russie a fait, c'est battre l'OTAN dans une guerre que l'OTAN a commencée. Alors pourquoi cela? Pourquoi cela dit révéler? Cela signifie donc que l'OTAN a volontairement révélé ce plan pour que nous ayons peur. C'est pour que nous ayons peur? À quoi cela sert-il? Je pense que la réalité, c'est que quelqu'un à l'OTAN s'est dit que c'était de la folie et l'a révélé, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est que du papier, ce ne sont que des mots. Ces 300 000 soldats n'existent pas. Ils ne les ont pas encore recrutés, ils ne les ont pas encore formés. Sauf qu'ils ne peuvent pas le faire parce que l'Amérique a fait sauter le gazoduc Nord Stream qui amenait du gaz bon marché permettant aux usines sidérurgiques de produire de l'acier. Ces usines ont dû fermer parce qu'elles n'avaient pas les moyens de produire de l'acier. L'Allemagne ne peut pas produire d'acier pour fabriquer des chars. Ils ne peuvent pas fabriquer les chars pour construire les bataillons pour monsieur. C'est toute l'OTAN qui est un désastre comme ça. Ce n'est qu'un énorme amas, vous savez quoi, et tout ça. Et je pense donc que ce qui s'est passé ici, c'est que quelqu'un s'est penché sur la question et a dit qu'il fallait étouffer cette folie dans l'œuf. Révélons ce plan pour que Scott Ritter puisse s'en moquer dans l'émission de Jimmy Dore et le tuer. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. On ne peut pas le faire. C'est comme moi, Jimmy. C'est comme si tu disais « Ok Jimmy, ce soir, j'annonce que je vais construire une fusée spatiale et que je vais aller sur Mars. » Et tu te dis « Oh mon Dieu, si Scott va sur Mars, ça va perturber l'équilibre universel. » Nous sommes tous. Scott n'ira pas sur Mars parce qu'il ne sait pas construire une fusée. L'OTAN ne peut rien faire de ce qui figure sur ce titre. Ils ne peuvent rien faire de tout cela. Biden a récemment donné le feu vert à l'Ukraine pour qu'elle attaque des cibles à l'intérieur de la Russie. Est-ce que c'est un acte? Est-ce que c'est une escalade majeure? Et j'ai vu Medvedev faire une sorte d'allusion au fait que cela pourrait devenir nucléaire. Faut-il s'en inquiéter? C'est là que je dois devenir vraiment très sérieux, parce que j'essaie de répondre aux choses. Je veux dire que je réponds honnêtement, mais ce titre est une blague. J'y mets donc de l'humour. Vous savez, le bulletin des scientifiques américains de l'atome, ils ont cette chose appelée l'horloge de la fin du monde. Et, récemment, ils l'ont réglée à 9 secondes. On dit qu'il reste 90 secondes avant minuit. Je suis ici pour vous dire que si vous étiez honnête au sujet de l'horloge de la fin du monde, vous la placeriez à 1 milliseconde de minuit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où nous parlons, vous et moi, nous nous trouvons dans la situation la plus dangereuse dans laquelle le monde se soit retrouvé depuis la crise des missiles de Cuba. Nous sommes à 2 doigts d'une guerre thermonucléaire. Il suffit d'une erreur de calcul, d'une erreur d'appréciation, et les Russes enverront des armes nucléaires en Europe. Nous riposterons et ce sera la fin du monde en l'espace d'1 heure et demie. C'est réel. J'espère que tous ceux qui m'écoutent en ce moment vont se coucher et shakes et qu'ils ont peur, parce qu'il faut avoir peur. Il faut commencer à appeler les gens à Washington D pour leur dire « À quoi vous pensez ?» Parce que le but de l'autorisation accordée aux Ukrainiens est de nuire à la Russie dans l'espoir qu'elle accepte un plan de paix issu d'une conférence de paix qui aura lieu dans 1 semaine et qui n'aura pas lieu parce que personne n'y participera parce que les Ukrainiens sont une plaisanterie. Mais comme nous ne pouvons pas l'admettre, nous donnons aux Ukrainiens la permission de faire ce qu'ils disent vouloir faire, c'est-à-dire nuire à la Russie en Russie. Si vous revenez en arrière, juste pour mettre les choses en perspective, revenez à vous, savez qui est Ray McGovern? Un ancien de la CIA, un type formidable. Vous savez, avant que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne dégénère, les Russes ont soumis un projet de traité de paix aux États-Unis en disant « Voici comment nous pourrions éviter une guerre en discutant de la manière d'établir des relations équitables. » Dans la discussion que les Russes ont eue avec les États-Unis, ils ont dit que ce que nous craignons vraiment, c'est que vous mettiez des missiles en Ukraine et que ces missiles frappent nos installations stratégiques parce que vous voyez, lorsque l'Union soviétique existait, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Toutes les installations stratégiques, les centres de commandement, les silos à missiles et tout le reste se trouvaient au centre de la Russie, loin de l'OTAN. L'OTAN a mis du temps à y arriver,
Mais si l'Ukraine rejoint l'OTAN et que vous placez ces missiles américains sur la ligne de front, ils peuvent maintenant frapper le commandement stratégique et le contrôle de la Russie. La Russie a déclaré avant la guerre que si l'on mettait des missiles en Ukraine, ce serait la guerre Jimmy. Nous avons placé des missiles d'attaque d'une portée de 300 km en Ukraine et les Ukrainiens les utilisent pour frapper des cibles en Russie. Les cibles de l'arc de tir comprennent les radars de commandement et de contrôle, les silos de missiles et les installations de stockage nucléaire. La Russie ne peut pas permettre cela. Elle ne peut pas. Il s'agit d'une question existentielle, et si l'Ukraine commet une erreur et tire un missile qui touche un centre de commandement et de contrôle russe, la Russie bombardera l'Europe. Vraiment? En ce moment même? La Russie ne comprend-elle pas que cela signifierait également l'anéantissement nucléaire de la Russie? Vladimir Poutine a abordé cette question. Il a dit que nous ne commencerons pas la guerre. Nous avons une doctrine nucléaire très claire. Mais si vous nous frappez avec des armes nucléaires ou si vous utilisez des armes conventionnelles qui menacent notre dissuasion nucléaire, nous répondrons. Nous comprenons que nous irons au paradis en tant que martyrs, mais que vous irez en enfer, comme ceux qui ont déclenché une guerre nucléaire. Telle est l'approche russe. L'autre chose que Vladimir Poutine a dite, et je le dis parce qu'il y a des gens qui disent que la Russie ne fait que bluffer, c'est qu'il s'est rendu à la télévision nationale et qu'il a parlé de la guerre nucléaire. Il s'est adressé au peuple russe, à la télévision nationale, et a déclaré qu'il n'y aurait pas d'appel téléphonique. Il n'y aura pas de négociation. Tous les ordres ont été signés. Tous les ordres ont été donnés. Le moment venu, tout se passera instantanément. Pensez-vous que les Américains sont tellement habitués à vivre avec des armes nucléaires qu'ils pensent qu'elles ne seront jamais utilisées? Non. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que nous avons vécu avec des armes nucléaires dans les années 50, 60, 70 et 80, et que nous avons eu une peur bleue. Je peux le dire, j'ai grandi à cette époque. J'avais peur. J'ai vécu en Allemagne de l'Ouest. Je vivais à côté d'une installation de stockage d'armes nucléaires. Mon père était officier dans l'armée de l'air et travaillait dans un quartier général. Il lui arrivait de se rendre dans le bunker, où l'on se rend lorsque l'on est prêt à partir en guerre. Il appelait ma mère et lui disait de rassembler les enfants parce que c'était peut-être pour ce soir. Le monde entier pourrait s'écrouler et nous serions là parce que nous vivons à côté d'une installation de stockage nucléaire qui serait touchée par une arme nucléaire et nous mourrions. Je jouais au football quand mon père était dans le bunker. Il y avait un Othon qui passait et vous savez comment. Lorsque la lumière du soleil frappe un rétroviseur, frappe un pare-brise, vous obtenez ce flash. Oui, je suis sur le terrain de football en train de regarder les flashs de l'Othon en pensant « Oh, les soum, excusez-moi. Oh, c'est ça, c'est fini. » Alors que je n'étais qu'un foutu lycéen, j'avais une peur bleue des armes nucléaires parce qu'elles étaient une réalité omniprésente. J'ai appris à respecter les armes nucléaires et c'est pourquoi, lorsque j'étais inspecteur en armement en Union soviétique de 1988 à 1990 et que j'ai détruit ces mêmes armes, j'étais si heureux parce que je disais que nous nous débarrassions de ces choses. Nous créons la paix et l'harmonie dans le monde. Je vais peut-être avoir des enfants et des petits-enfants. Puis nous sommes entrés dans une période où les armes existaient toujours, mais les gens les ont oubliées. Les gens ont oublié d'en avoir peur. Les gens ne pensent pas qu'elles sont réelles. Les gens ne peuvent pas imaginer qu'elles vont être utilisées. Je suis ici pour dire à tout le monde dans votre auditoire que les États-Unis, comme la Russie, ont un plan de guerre nucléaire. Vous savez comment nous gagnons la guerre nucléaire? C'est la partie la plus malsaine, en étant la plus grande civilisation restante sur la planète. Selon certaines estimations, nous n'aurons plus que 40, 30 ou 40% de notre capacité actuelle, mais tant que nous serons la plus grande civilisation restante, nous continuerons à dominer le monde dans un environnement post-nucléaire. C'est la définition de la victoire dans une guerre nucléaire, et cette guerre nucléaire pourrait se produire littéralement en ce moment même, à cause d'un amour étrange. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui crient avec leurs cheveux en feu pour empêcher l'administration Biden de laisser l'Ukraine faire ça? J'ai essayé. Je devais prendre la parole lors du rassemblement Rage Against the War Machine, et les libertariens m'ont fait taire parce que je suis apparemment un méchant. J'ai crié jusqu'à ce qu'on m'explose à la figure. Le problème, c'est que le mouvement anti-guerre en Amérique est tellement fracturé qu'il n'arrive pas à s'entendre. En 1982, en juin, le mouvement anti-guerre a rassemblé 1 million de personnes à Central Park pour protester contre les armes nucléaires et en faveur du contrôle des armements. Ronald Reagan, le président républicain fou qui déteste les communistes, c'est lui qui a signé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires.
Jimmy. C'est lui qui m'a envoyé en Russie pour me débarrasser de ses armes. Il a été influencé par 1 million d'Américains défilant à Central Park. Pourquoi n'y a-t-il pas 1 million d'Américains qui défilent à Central Park aujourd'hui? Pourquoi? Pour la survie même de notre nation et du monde? Ne pouvons-nous pas motiver tous ces gens pour qu'ils réalisent que toute autre cause n'a aucun sens si le monde cesse d'exister? Vous savez, la première fois que nous avons élaboré le plan de guerre nucléaire, John F. Kennedy a été le premier président à en être informé. Il s'agissait du plan d'opération intégré unique, ou SCOP. Il s'est rendu au Pentagone pour en prendre connaissance. Lorsque le Pentagone l'a informé que le plan consistait à détruire le monde pour garder l'Amérique, Kennedy s'est tourné vers son conseiller et lui a dit « Et nous nous appelons nous-mêmes la race humaine ». Puis il a crié aux gars et leur a dit « C'est de la folie, littéralement de la folie. Vous ne pouvez pas me demander d'appuyer sur le bouton pour détruire le monde. Vous devez me donner des options. » Puis il a été assassiné. Quand Lyndon Johnson est devenu président, il a été mis au courant. Vous savez quelle a été sa réponse? C'est de la folie. Vous ne pouvez pas me demander de détruire le monde. Vous devez me donner des options. Mais le Pentagone n'a qu'une seule option, détruire le monde. Ils prétendent avoir d'autres options. Ils ont informé tous les présidents de la guerre froide à ce sujet. Tous les présidents, y compris Ronald Wilson Reagan, ont dit que c'était de la folie et qu'il fallait me donner des options. Puis la guerre froide s'est terminée et nous avons oublié la guerre nucléaire. Nous avons oublié qu'il existait un plan et George W. Bush, après le 11 septembre, a déclaré que nous ne pouvions plus jamais permettre que cela se reproduise. Nous avons des armes nucléaires et nous devons trouver un moyen de les rendre à nouveau utiles. Nous vivions dans un environnement où l'Union soviétique n'existait plus. Nous n'avions plus de menaces et nous avons donc commencé à utiliser notre suprématie nucléaire comme un moyen d'exercer un effet de levier sur le pouvoir mondial. Et nous avons maintenant des gens qui ont réimaginé la guerre nucléaire en utilisant les mêmes modèles que ceux que nous utilisions dans les années 60, à savoir que lorsque nous entrons en guerre, s'il y a un échange nucléaire entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine, notre objectif est de garder suffisamment de notre civilisation intacte pour que nous soyons la plus grande civilisation survivante, tandis que nous détruisons le reste du monde. J'aimerais demander à Joe Biden, parce que c'est là le problème, Jimmy, de vous montrer que Joe Biden le sait parce qu'il a été au Sénat. Il a été vice-président. Lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a déclaré « Je veux changer le dispositif nucléaire des États-Unis pour en faire un modèle de dissuasion uniquement, ce qui signifie que nous n'avons des armes nucléaires que pour une seule chose. Si vous nous lancez des armes nucléaires, nous utiliserons des armes nucléaires contre vous. C'est leur seul usage. » Il a promis de le faire. Je suis allé à la réunion sur les forces nucléaires intermédiaires INF, où tous les responsables du contrôle des armes, les inspecteurs, les négociateurs étaient présents, et ils ont fait venir un haut fonctionnaire de l'administration qui a demandé à rester anonyme, et nous leur avons posé la question. Nous qui nous sommes débarrassés des armes nucléaires et qui connaissons le contrôle des armes. Nous avons dit que le président s'était présenté sur ce programme. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Il est le commandant en chef. Pourquoi n'a-t-il pas tenu sa promesse? La promesse la plus importante, ils ont dit que l'agence interne n'était pas prête pour cela. Avez-vous voté pour l'agence intérieure lors des dernières élections, Jimmy? Les avez-vous vus sur le bulletin de vote? L'agence intérieure, c'est l'agence interne. C'est le groupe du département de la Défense, de la CIA, du département de l'énergie, de l'État, des marines. C'est en fait l'establishment qui se réunit en un groupe, en une cabale, et qui contrôle la sécurité nationale des États-Unis. L'interagence n'était pas prête pour cela. Le président ne pouvait-il pas simplement dire à l'interagence qu'elle était virée? Vous êtes tous virés, vous êtes tous au chômage maintenant, et je vais embaucher des gens qui sont prêts à le faire. Mais Joe Biden a reculé, parce que tous les présidents reculent, parce qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à l'establishment, et c'est ça le problème. L'ironie de la situation, c'est que les choses sont parfois tellement ridicules qu'il faut sourire, et que si on ne trouve pas d'humour dans la vie, on devient fou. Mais l'ironie, c'est que tous ces gens qui sont tombés amoureux de la guerre nucléaire pensent maintenant que toute cette infrastructure existe encore. Ils pensent donc qu'ils vont vivre, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsque la guerre froide a pris fin, nous avons cessé de la financer. J'avais l'habitude de m'entraîner en tant que pompier à l'intervention sur les matières dangereuses. Nous faisions des opérations de sauvetage ferroviaire dans un de ces endroits où il y avait une ligne de chemin de fer qui allait dans un tunnel dans une montagne où ils emmenaient tous les membres du Congrès, tout ce qu'il y avait là pour se cacher. Ils ont fermé cette installation, ils ne l'ont pas entretenue. Ces gens croient qu'en cas de guerre nucléaire, ils monteront dans un train qui les emmènera dans un endroit où ils pourront vivre.
Ils vont arriver dans l'une de ces installations et se rendre compte que les filtres n'ont pas été entretenus et que la radioactivité va baisser. Ils ont dit que cela ne pouvait pas arriver et qu'il fallait le faire. Eh bien, vous n'avez pas financé l'entretien des filtres. Les réserves d'eau n'ont pas été réapprovisionnées. Vous allez tous mourir et j'espère juste être encore en vie quand ils se rendront compte qu'ils ont merdé, qu'ils pensaient de faire partie des 30% de survivants et que personne ne survit parce que personne n'est prêt pour ce qu'une guerre nucléaire va apporter à ce monde. Vous allez tous mourir et j'espère juste être encore en vie quand ils se rendront compte qu'ils ont merdé, qu'ils pensaient le faire partie des 30% de survivants et que personne ne survit parce que personne n'est prêt pour ce qu'une guerre nucléaire va apporter à ce monde.